Je pleure. Tout va bien. Tout va bien. Tu en as rêvé? Tiens, ça veut dire que tu es à la maison. Merci beaucoup. Je suis Mykola Kuleba, directeur de l'ONG Save Ukraine. Quand les Russes ont été chassés des régions de Kherson et Kharkiv, on s'est rendu compte que là-bas, beaucoup d'enfants avaient été déplacés de force vers la Crimée ou la Russie. Ils avaient été déportés. Alors on s'est demandé comment faire rentrer tous ces enfants en Ukraine. Ok, c'est à qui maintenant? Tiens, toi aussi tu vas pleurer? J'arrive pas à croire que je suis rentrée. J'ai du mal à retenir mes larmes. Chaque retour, comme aujourd'hui, nous permet de documenter un potentiel crime de guerre. Car ces jeunes sont tous les témoins de crimes de guerre. Минулий раз ми замість звізди поставили наш. Как только я туда выехала, сразу как легко стало просто. Depuis leur retour en Ukraine, 2 jours plus tôt, Lisa et ses copines sont logées à quelques kilomètres de Kiev. L'adresse est tenue secrète pour des questions de sécurité. Les familles des adolescentes vivent toujours dans le sud du pays, proche de la ligne de front. Je suis en colère contre la Russie, parce qu'ils ont enlevé beaucoup d'enfants ukrainiens. Nous, on n'avait rien demandé. Certains enfants que je connais sont toujours là-bas. On ne peut pas les récupérer. On ne peut pas savoir ce qui va leur arriver. Et ils peuvent être envoyés n'importe où. Lui, c'est Sergueï, mon frère. Et moi, je m'appelle Ksenia. J'ai 18 ans et lui, 11 ans. Les gens chez qui il vivait en Russie ont essayé de le convaincre de ne pas rentrer à la maison. Pour ces enfants, c'est un traumatisme. Il y a le stress d'être en Russie, le stress de l'inconnu. Il suffit de leur demander. Les enfants, quand vous êtes rentrés, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? On va dire, quel a été le moment le plus stressant pour vous? Le passage de la frontière. Pour quitter la Russie? Oui. On a attendu longtemps qu'on nous laisse passer. Ils ont vérifié en détail mon certificat de naissance. On a vraiment eu peur qu'ils ne nous laissent pas partir. Et maintenant, comment tu te sens? Moi, je suis toujours angoissée. Ça va me prendre du temps de me remettre. Oui, bien sûr. Mais est-ce que tu sens une évolution? Oui, ça va mieux. Et toi, Sergueï? Je me souviens de ton premier jour ici. Tu n'as pas souri une seule fois. Tu avais l'air si sérieux. Ça va mieux? Звичайна робота. Просто працюємо і виконуємо наші повсякденні завдання.
L'ONG Save Ukraine est l'une des principales structures du pays mobilisée pour le retour des enfants déportés. Elle compte une centaine de bénévoles. Là, c'est le département qui s'occupe des enfants déportés qu'on essaie de ramener en Ukraine. C'est Miroslava la responsable. Elle est avocate. Il faut qu'on sache combien de ceux qui arrivent vont vouloir rester et combien de places il faut trouver pour eux. Mais je pense que parmi ces 8 enfants qui viennent de rentrer, aucun ne voudra rester à Kiev. Tout commence quand on reçoit le signalement d'un enfant disparu, soit par téléphone, soit par les réseaux sociaux, ou par nos bénévoles qui travaillent dans les territoires libérés. Ensuite, on enquête sur les circonstances de la disparition. En général, quand on commence à comprendre où se trouve l'enfant, on se rend compte que ses parents ou ses tuteurs n'ont souvent que très peu d'informations sur où leur enfant a été emmené. On cherche donc à préciser les choses et on commence à travailler sur la logistique pour le ramener. Le travail de l'ONG Save Ukraine commence donc quand une jeune fille ou un jeune garçon disparaît. Mais comment ces enfants se retrouvent-ils séparés de leur famille? Dans le brouillard de la guerre, comment la Russie s'y prend-elle pour déporter de jeunes Ukrainiens? Pour le comprendre, il faut se rendre dans le sud du pays, une région que les Russes ont partiellement occupée pendant presque 1 an, avant d'être chassés par l'armée ukrainienne en novembre dernier. Вирішили поїхати з Херсона, тому що після закінчення окупації почалися сильні обстріли. Тут тихо, C'est tranquille ici. Птички Les oiseaux співають, chantent, сонечко le soleil світить, brille, собачки les гавкають. chiens aboient. Mais j'ai quand même envie de rentrer chez moi. Alicia Savinska est la maman de 2 filles. Il y a la petite Miroslava, 7 ans. Et il y a la plus grande, Sofia, âgée de 15 ans, qui accepte d'être interviewée, mais ne veut pas montrer son visage. Son histoire commence au premier jour de la guerre, quand les soldats russes s'emparent de la ville de Kherson, où vivait alors la famille. Sophia allait dans une école ukrainienne. Quand l'occupation a commencé, elle a été transformée en école russe. Mais Sophia voulait toujours y aller parce que c'était son école. Les profs nous ont proposé d'aller à un camp de vacances. D'abord, ils nous en ont juste parlé. Puis ils ont insisté en nous racontant comme ça allait être cool. Ils nous ont dit que si nos parents ne pouvaient pas signer les autorisations, on pouvait le faire nous-mêmes, en imitant leur signature. On nous a dit qu'on partait pour 10 jours. Le 14 octobre, Sofia et ses camarades sont emmenés en bus, puis en bateau, jusqu'à un camp de vacances dans la ville d'Anapa, en Russie. Mais au bout de 10 jours, on leur annonce qu'ils ne seront pas ramenés en Ukraine. On a essayé d'appeler le directeur pour savoir quand on pourrait partir. On l'appelait, mais il ne décrochait pas. Le lendemain, pareil. Pendant 3 jours, on a continué d'appeler, puis il nous a bloqués. J'étais sous le choc. On était tous choqués. On en a parlé entre nous et on s'est dit qu'on était tombé dans un piège, qu'il n'y avait plus d'espoir. Le 20 décembre, Sophia m'a écrit qu'elle voulait rentrer à la maison. Elle m'a dit « Viens vite me récupérer ». Je lui ai dit que ça ne serait pas si simple. J'ai commencé à me renseigner, mais à l'époque, il n'existait aucun moyen de la récupérer. Les Russes font alors une proposition à Sofia et aux 600 jeunes Ukrainiens présents avec elle dans le camp.
Ils m'ont dit, si tu veux rentrer chez toi, il faut que tu aies un passeport russe. Comme tu as 14 ans, tu n'as pas de passeport ukrainien. Donc le seul moyen, c'est que tu aies un passeport russe. Qu'est-ce que je pouvais faire? J'étais obligée d'accepter. Je pense que tout a été réfléchi pour rendre le moins d'enfants possible à leurs parents. La preuve, c'est que Sofia a quitté Kherson le 14 octobre et le 25 octobre, elle avait déjà reçu un passeport russe. Comment est-ce possible de faire un passeport en seulement 10 jours? Le 9 avril, j'ai pris la direction de Kiev. Une autre maman m'y attendait. Nous avons pris le bus pour Varsovie, en Pologne. Ensuite, des volontaires nous ont emmenés en voiture jusqu'à Brest, en Biélorussie. Et quand on est arrivé à la frontière, il faisait nuit. Le plus terrible, ça a été les interrogatoires en Biélorussie et en Russie. Ils m'ont interrogé pendant plus d'1h30, en pleine nuit. Il était 3 heures du matin. C'est très dur psychologiquement. Ils m'ont demandé où j'allais, pourquoi j'y allais. Mais les questions étaient très menaçantes. Après, j'ai enfin pu prendre un vol pour Moscou. J'ai attendu un moment et une voiture est venue me chercher. Et on est allé en Crimée. On a roulé pendant 3 heures et enfin, j'ai pu récupérer Sofia. Et on est reparti tout de suite. Le 8 avril, après 7 mois passés en Russie, Sofia retrouve sa mère. Je n'ai pas réalisé tout de suite que je quittais la Russie. Je ne l'ai pas cru jusqu'au dernier moment. Je n'ai pas compris que j'étais arrivée en Ukraine. Je voulais vraiment rentrer. J'étais très contente de rentrer. J'étais si heureuse. Je ne comprends pas pourquoi les Russes font ça. J'imagine qu'ils veulent détruire notre peuple. Ça doit être ça. Mais humainement, je ne comprends pas. Comment c'est possible de faire une chose pareille? Je ne comprends vraiment pas. L'histoire de la famille Savinska n'est pas un cas isolé. Dans les territoires occupés par la Russie, le même mode opératoire s'est répété. Des milliers d'enfants ukrainiens ont été envoyés dans des camps de vacances. В російських таборах відбувається абсолютно тотальна русифікація. Daria Gerasimchuk est la conseillère du président ukrainien sur la question des droits de l'enfant. D'après elle, les jeunes Ukrainiens subiraient un endoctrinement dans les camps russes. Les enfants n'ont pas le droit de dire qu'ils sont ukrainiens. Ils n'ont pas le droit de parler ukrainien, ni de parler de leur famille. À la place, on leur enseigne la langue russe, la culture et l'histoire russe. Chaque jour commence avec l'hymne russe. Si un enfant refuse de le chanter, ou bien de se lever quand il l'entend, il peut être puni ou privé de nourriture. Effectivement, sur cette vidéo tournée 9 mois après le début de la guerre, de jeunes Ukrainiens originaires de territoires occupés par la Russie sont amenés en Tchétchénie, dans un camp de vacances un peu particulier. Ici, les jeunes suivent un programme d'éducation patriotique, spirituelle et morale. Et là, dans un camp russe en Crimée, Vladimir Poutine en personne s'adresse à des centaines d'adolescents, parmi lesquels des Ukrainiens, venus aussi de territoires occupés. Bonjour à tous. Vous êtes réunis dans le camp Artek, qui est déjà la maison de tous les participants à notre compétition Le Grand Changement. Et nous accueillons maintenant des enfants venus de toutes les régions de notre pays. Ces camps de vacances s'inscrivent dans la plus pure tradition soviétique. En Russie, filmés par notre caméra,
En voici quelques images. À condition de rester anonyme, une historienne accepte d'expliquer comment leur fonctionnement n'a quasiment pas changé. Nous sommes dans la région de Leningrad, dans le village de Kivitsa, près de Saint-Pétersbourg. Derrière ces barreaux se trouve un camp d'été. Ces camps ont été construits au début de l'ère soviétique. Les parents pouvaient envoyer leurs enfants en vacances et il y avait un programme social qui faisait qu'ils ne payaient presque rien. En travaillant, les parents recevaient des bons pour envoyer leurs enfants dans ces camps. Aujourd'hui, il y aurait environ 3000 camps comme celui-ci, partout en Russie. Et des enfants ukrainiens auraient été envoyés jusqu'en Sibérie. Dans ces camps, il y avait une routine quotidienne chargée, presque militaire. Et rien n'a changé depuis. J'ai comparé le planning de l'époque avec celui d'aujourd'hui. Le système conçu dans les années 20, sa forme et sa structure n'ont pas changé. Rien n'a changé. De l'autre côté de la ligne de front, dans le sud de l'Ukraine, Kherson a été occupée presque 1 an par les Russes. Depuis que l'armée ukrainienne l'a reprise, la ville est bombardée sans relâche. Toujours dans le but de russifier le maximum de jeunes Ukrainiens, ici, les Russes ont tenté de vider les institutions qui accueillaient des enfants. На початок війни тут було 52 дитини віком від 3 до 18 років. Volodymyr Sakedak est le directeur du centre de réhabilitation de Kherson. On arrive au premier étage. C'est ici qu'il y a le plus de chambres d'enfants. Là, c'est une chambre pour adolescents. 4 garçons vivaient ici. C'est notre arbre de la joie. Il y a les photos des 52 enfants qui vivaient ici pendant l'occupation. À l'époque, dans les territoires occupés, la rumeur des déportations d'enfants se répand comme une traînée de poudre. Elle arrive aux oreilles de Volodymyr avant que les Russes n'atteignent son orphelinat. Je me suis dit que si je ne cachais pas les enfants, ou si on n'était pas évacués, la même chose allait nous arriver. On allait se retrouver en Russie. Quand j'ai compris qu'on ne serait pas évacué, qu'on serait seul pour se défendre, j'ai commencé à réfléchir à comment cacher les enfants. Par exemple, on a envoyé 17 enfants chez des employés du centre, des éducateurs, des infirmières, des travailleurs sociaux. C'est comme ça qu'on les a cachés. Et par sécurité, on a inventé de fausses histoires pour tous les enfants. À la fin, il ne restait que 5 adolescents avec moi. Quand les Russes nous ont finalement trouvés le 4 juin, ils étaient avec moi. L'arrivée des soldats russes, Volodymyr en a secrètement gardé une trace. Sur la vidéo, on voit le portail qui s'ouvre. Ces vidéos ont été filmées par les caméras de surveillance de son établissement. La gardienne laisse entrer 2 officiers du FSB et 2 militaires. Volodymyr, suivi par 2 soldats armés et cagoulés, est sommé de faire visiter son centre d'accueil. Les Russes veulent savoir où sont les enfants. L'un des officiers du FSB consulte un registre, mais ne trouve rien de concluant. Volodymyr et les 5 adolescents ne lâcheront rien.
Je dois dire que ces enfants sont de vrais patriotes. Ils n'ont pas voulu parler aux Russes. Ils ont juste dit qu'ils allaient bien et qu'ils n'avaient besoin de rien. Et puis ils ont refusé qu'on prenne leurs photos. Finalement, parce qu'il y en a trop peu, les Russes n'emmèneront pas les adolescents. Pour autant, ils ne vont pas s'arrêter là. Quelques kilomètres plus loin, la maternité et l'hôpital pour enfants de la ville ont subi les mêmes pressions. Et là encore, c'est le courage du personnel qui a sauvé les enfants. De ce côté, on est face au Dniepr, la rivière. C'est depuis l'autre rive que les Russes nous tirent dessus. Le soir du Nouvel An, une roquette est tombée ici. On a mis des sacs de sable sur les fenêtres. Ce bébé est né à la 30e semaine de grossesse avec une sévère inflammation des poumons. On le soigne. Vous savez, absolument toutes les maternités ont été touchées par des attaques de missiles. Pas une n'a été épargnée. Des soldats sont entrés dans l'hôpital et nous ont dit qu'ils étaient médecins. Ils ont été amenés à notre médecin en chef et malheureusement, il les a accueillis avec joie. Ils nous ont demandé une liste des enfants pour les évacuer. Nous avons tout de suite compris et on a modifié les dossiers médicaux des enfants. Sur le papier, on a aggravé leur état de santé. On a installé une fausse unité de soins intensifs avec des machines, des moniteurs, des cardiographes, tout l'équipement. Et 2 fois par jour, on faisait des rapports disant que ces enfants étaient trop malades pour être transportés. À chaque fois que je commençais mon service, mes collègues me confiaient les enfants comme s'ils étaient très malades, dans un état grave et qu'il serait dangereux de les transporter. Si notre chef était passé nous voir, il aurait compris tout de suite. Mais heureusement, il n'est pas venu. Là, ce sont les salles où on gardait les faux enfants malades. De manière générale, toute l'équipe s'est battue contre le transport des enfants en Russie, en Crimée, ou même plus loin. On a mis en place cette stratégie tous ensemble. Tout le service a tenu sa langue. Les Russes n'ont jamais pu emporter les enfants. Puis l'armée ukrainienne a repris Kherson. On était ravis. On était tellement contentes qu'ils partent. On a eu un peu peur, mais finalement, on était surtout soulagés. On avait hâte qu'ils soient tous partis. Si tant d'Ukrainiens ont pris tous les risques pour cacher des enfants, c'est parce que les Russes ne se contentent pas de les retenir dans des camps de vacances. La russification, planifiée par le Kremlin, va beaucoup plus loin. Ivan Motkovski et Maxime Boyko en sont des rescapés. Ils ont bien failli ne jamais revoir l'Ukraine. Maxime est orphelin. Ivan a toujours sa mère, mais elle a perdu l'autorité parentale. Ils vivent aujourd'hui dans un orphelinat. Ça, c'est un homme qu'on n'aime pas. C'est pour ça qu'on l'a mis là. Il fallait qu'on fasse savoir ici à tout le monde ce qu'on pense. L'Ukraine va gagner. L'histoire des 2 adolescents commence à Marioupol, 1 mois après le début de la guerre. Ces images, ils les filment à leur réveil.
après une nuit de bombardement. Le matin du 20 mars 2022. Le 20 mars, on a décidé de partir à pied pour Mangouche. On a passé un checkpoint russe. Il n'y avait même plus de checkpoint ukrainien. Et de là, ils nous ont emmenés à l'hôpital. L'infirmière en chef a découvert que nous étions orphelins. Et comme Mangouche était déjà une ville occupée par les Russes, ils ont appelé les services sociaux de Donetsk. Le lendemain matin, ils sont arrivés et nous ont emmenés. Salut, salut. À l'arrivée des jeunes Ukrainiens en territoire occupé, la machine à propagande russe démarre. En blouse bleue, devant la caméra, le maire pro-russe de Donetsk se pose en sauveur d'Ivan et Maxime. Vous écoutez bien le docteur? Vous prenez vos médicaments à l'heure? Alors vous irez bientôt mieux. Dieu merci, vous en êtes sortis vivants. Maintenant, la guerre est finie pour vous. Vous êtes chez vous. Il n'y a que des amis ici. Vous allez grandir dans la chaleur et la sécurité. Pour le reste, tout le monde va s'occuper de vous et vous allez reprendre vos habitudes. Vos études, par exemple, tout ça, on va s'en occuper. C'était inattendu. On ne s'était même pas encore remis de Mariupol. On était à moitié endormis. Je commençais à peine à retrouver le sommeil. Et lui, il arrive et nous promet plein de choses. Ils nous ont dit qu'on irait dans un lycée. Ils nous ont promis un beau dortoir. Ils nous ont dit que dans une semaine, on serait au lycée. Mais on est resté dans cet hôpital. Et rien ne s'est passé. Si, on a été interrogés 2 fois parce qu'ils trouvaient nos conversations suspectes. Beaucoup d'enfants de Mariupol qui avaient été séparés de leurs parents, ou dont les parents n'avaient plus l'autorité, ont été amenés à Donetsk avec nous. Ivan et Maxime doivent leur retour en Ukraine libre à Anton Viktorovitch, leur tuteur. Asseyez-vous. 3 mois après leur arrivée à Donetsk, il est venu les récupérer, en territoire ennemi, juste à temps. Dieu merci, ils n'ont pas été emmenés en Russie. Tous les autres enfants ont été emmenés avec la promesse de revenir, mais personne n'est rentré. Plus tard, on a appris que Philippe, un garçon qui était avec eux, a été adopté par Maria Lvova-Belova en personne. Elle s'est vantée de lui avoir offert un téléphone pour son anniversaire. Quelle héroïne! Dieu me pardonne, mais je voudrais qu'elle meure. Maria Lvova-Belova, la voici, avec le jeune Philippe qu'elle a adopté. Et ici, le 16 février dernier, en discussion avec Vladimir Poutine. Quand je visite certaines régions, je me rends dans les hôpitaux où se trouvent les enfants blessés par des mines ou des explosions. Et c'est terrible de les entendre me raconter, en particulier à Mariupol, comment des soldats de l'armée ukrainienne leur tiraient dans le dos. Maria Lvova-Belova, 38 ans, est russe. C'est la commissaire aux droits de l'enfant, nommée directement par Vladimir Poutine. Tiens, voilà quelque chose pour toi. Depuis le début de la guerre, devant les caméras, elle fait le tour des territoires occupés par la Russie et se rend au chevet d'enfants ukrainiens. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Ça va m'aider à aller mieux. L'une des missions de Belova, c'est d'inciter les familles russes à adopter des enfants ukrainiens déportés. L'étape ultime de la russification. Un processus dont elle a discuté avec Vladimir Poutine. On a créé un registre avec les enfants qui ont déjà les documents nécessaires pour être accueillis. Il s'agit de ceux qui ont déjà la nationalité russe. Pourquoi uniquement ceux qui sont déjà russes? Ce n'est pas grave s'ils ne sont pas russes. Il y a des règles administratives qui bloquent et que nous devons respecter. Dites-moi lesquelles et on va les contourner. Les circonstances actuelles sont extraordinaires. Il faut moins penser à la bureaucratie et davantage à l'intérêt des enfants. 2 mois après cet entretien, Vladimir Poutine signe un décret qui facilite l'adoption d'enfants ukrainiens par des familles russes. Depuis, la propagande bat son plein. Et plusieurs documentaires comme celui-ci mettent en avant la vie comblée d'enfants ukrainiens après ce que Moscou appelle leur adoption par des Russes.
Ça, c'est ma grande famille. Ça, c'est mon papa. Et ça, c'est ma mère bien-aimée. Pour son implication supposée dans un système de déportation d'enfants, Maria Lvova-Belova, tout comme Vladimir Poutine, est aujourd'hui sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Évidemment, les médias russes présentent les enlèvements d'enfants ukrainiens comme des évacuations, comme un acte noble envers nos enfants. Seulement, c'est complètement faux. Et toutes les décisions prises par le pouvoir russe pour faciliter le changement de nationalité et l'adoption d'enfants ukrainiens prouvent bien qu'ils n'ont jamais eu l'intention de rendre les enfants. Ce ne sont donc pas des évacuations. Selon nos chiffres, la Russie a kidnappé entre 200 et 300 000 enfants ukrainiens. Nous avons les preuves qu'environ 19 400 enfants ont bien été déportés. Mais à ce jour, nous n'avons réussi à en ramener que 366. Philippe, le jeune Ukrainien adopté par Maria Lvova-Belova, vit toujours avec elle. Ivan, le rescapé de Mariupol, a pu avoir de ses nouvelles. Je lui écris régulièrement. Il me dit comment il va. Je n'arrête pas de lui demander s'il le traite correctement. Il est plutôt bien là-bas, mais le fait qu'elle travaille pour cet homme, pour Poutine, il n'aime pas ça. Mais bon, il reste positif. Je sais qu'il est pro-Ukraine, quoi qu'il arrive. À mesure que la guerre avancera, de nouveaux territoires seront peut-être libérés de l'occupant russe. Alors, de nouvelles déportations d'enfants seront peut-être découvertes.